Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, un ordinateur champion au jeu de Go, une scène d'éruption volcanique dans la grotte Chauvet, une modélisation du champ magnétique terrestre et des pieuvres prêtes au combat. En 1997, Garry Kasparov, qui était alors champion du monde du jeu d'échecs, perdait pour la première fois contre Deep Blue, un ordinateur développé par IBM. 20 ans plus tard, le journal Nature consacre sa une à une nouvelle défaite historique, celle de Fan Hui, champion d'Europe du jeu de Go, face au programme AlphaGo développé par la société Google DeepMind. Le match s'est déroulé en octobre dernier à Londres et Fan Hui a perdu 5 défaites à 0 en partie lente et 3 sur 5 en partie rapide. S'il a fallu attendre 20 ans pour cette première mondiale, c'est parce que le jeu de Go est un problème bien plus complexe que le jeu d'échecs. Explication avec Tristan Cazenave, spécialiste au CNRS de l'intelligence artificielle appliquée au jeu. Les échecs, c'est un jeu plus tactique où il y a moins de coups possibles. Donc en faisant un algorithme qui regarde tous les coups possibles, on peut déjà prévoir très longtemps à l'avance, jusqu'à une vingtaine de coups, ce qui va se passer. Donc au Go, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a 250 coups possibles par rapport à 30 ou 40 aux échecs. Donc c'est beaucoup plus difficile de voir à long terme ce qui va se passer. Pour réussir à battre le champion d'Europe, les concepteurs d'AlphaGo ont utilisé ce qui est connu dans le domaine de l'intelligence artificielle comme la méthode du deep learning. Le deep learning permet à une machine d'apprendre et de progresser à partir d'expériences multiples. Sur Internet, on peut trouver des dizaines de milliers de parties professionnelles. Et donc, on utilise ces parties professionnelles pour les donner en entrée au réseau de neurones et lui faire apprendre le coup des professionnels dans ces parties. Et il y a aussi une innovation dans les techniques qu'ils utilisent, notamment dans l'apprentissage par renforcement, puisqu'ils font jouer le programme contre lui-même une fois qu'il a appris à reconnaître des bons coups. Et il s'améliore encore par rapport au programme de base qui a juste appris avec des parties déjà enregistrées. Après cette victoire contre le champion d'Europe, AlphaGo va affronter au mois de mars à Séoul le meilleur joueur du monde, le sud-coréen Lee Sedol. Pour les spécialistes, Lee Sedol conserve une longueur d'avance sur la machine, mais pour combien de temps encore? Les paris sont ouverts. Regardez cette image. Elle est considérée depuis longtemps comme la plus ancienne représentation connue d'un volcan en éruption. Cette peinture murale est datée de 7 à 8 000 ans avant notre ère et elle a été retrouvée en Anatolie, dans une des premières villes du néolithique. Pourtant, les géologues du laboratoire des sciences du climat du CNRS viennent de déboulonner cette œuvre de son piédestal historique en attribuant les premières représentations d'éruptions volcaniques à des œuvres de la grotte Chauvet, datées de plus de 30 000 ans. Pour affirmer cela, ces géologues ont daté des échantillons de roches prélevés au sud-est du Massif central, à environ 35 km de la grotte. Ces échantillons attestent d'un volcanisme encore actif il y a entre 30 et 40 000 ans. Pour ces géologues, les éruptions devaient donc être visibles depuis les collines surplombant la grotte et les premiers artistes les auraient reproduites. Cette œuvre en particulier a retenu leur attention. Une datation faite à l'emplacement du point vert fait remonter son âge à plus de 34 000 ans. Or, derrière le cervidé peint au premier plan, de grandes courbes gravées peuvent effectivement faire penser à un jaillissement de matière lors d'une éruption. L'hypothèse est assez osée car aucun dessin de paysage n'a jamais été trouvé dans une grotte ornée. Mais elle n'est pas invraisemblable, car la grotte Chauvet possède de nombreuses représentations uniques dans l'histoire de l'art pariétal. Le champ magnétique terrestre est un bouclier qui protège la planète du vent solaire. Mais cette protection n'est pas uniforme. Il existe une zone de l'Atlantique Sud, visible en bleu sombre sur cette carte, où l'intensité est plus faible. Cette anomalie met parfois en péril les réseaux de télécommunications, et c'est dans cette zone que les satellites connaissent le plus grand risque d'avarie. Des chercheurs de l'Institut de physique du Globe de Paris et de l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble viennent de montrer que cette anomalie est aussi à l'origine de la baisse d'intensité du champ magnétique qui a diminué de 10% depuis 1840. En s'inspirant des techniques utilisées pour prévoir l'évolution de la météo et du climat, ces chercheurs sont parvenus à simuler l'évolution du champ magnétique. Cette simulation a été obtenue grâce à la modélisation des mouvements de la matière du noyau terrestre qui sont à l'origine du champ magnétique. Voici leur simulation sur les 100 prochaines années. L'anomalie de l'Atlantique Sud devrait se creuser et dériver d'environ 3000 km vers l'ouest. La zone problématique pour le vol des satellites devrait donc s'élargir avec le temps.
Partons maintenant pour les eaux australiennes. C'est là que des chercheurs ont filmé des jours durant le fond de l'océan pour observer le comportement des pieuvres. Considérés comme des animaux solitaires, les pieuvres utilisent leur capacité de mimétisme pour échapper à leurs prédateurs. Mais en présence d'un congénère, le camouflage disparaît et la couleur devient l'expression d'un rapport de force. Si la pieuvre est prête à en découdre, elle se redresse et adopte une couleur sombre. Si l'autre pieuvre souhaite filer doux, elle s'étale sur le fond, se revêt d'une couleur claire et prend la fuite. Mais si elle est prête à combattre, ce sont deux blocs sombres qui vont s'affronter. Je vous laisse découvrir cette séquence filmée en Australie qui met en scène trois poulpes plutôt énervées. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt.